6h20, merci d'être avec nous sur Radio J, vous êtes sur le 94.8 FM, vous pouvez nous écouter sur notre site internet radioj.fr. Petit problème de voix ce matin, comme tous les matins, il faut que je boive de l'eau le matin. Vous pouvez nous écouter sur notre site internet radioj.fr et notre application Radio J. 6h20, l'heure du décryptage de l'information. Ce sont 3 lettres qui divisent profondément la société française depuis plusieurs années. La PMA, la procréation médicalement assistée, initialement instaurée pour les couples souffrant d'infertilité. Mais aujourd'hui, l'Assemblée nationale va voter le projet de loi bioéthique, projet qui pourrait notamment étendre la PMA à toutes les femmes. Une promesse d'ailleurs du candidat Emmanuel Macron en 2017. Mardi, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que le Sénat donnait toutefois déjà le ton. À majorité à droite, l'institution a rejeté en deuxième lecture l'article 1er de ce projet de loi qui a été plutôt controversé. C'est donc une bataille politique qui s'annonce alors que la procréation médicalement assistée pour les couples homosexuels et les femmes seules, tout comme la GPA, la gestation pour autrui, bien que très différentes, soulignons-le, sont loin de faire l'unanimité. Dimanche dernier, des milliers de personnes étaient ainsi descendues dans les rues de plusieurs villes de France pour dire non à la PMA, à l'image de la manif pour tous qu'on avait pu voir il y a quelques années. Alors pourquoi tant de discorde? On en parle avec vous ce matin, Christophe Dard. Et d'abord, peut-être qu'on peut rappeler, c'est important, ce qu'est la PMA. Et c'est la procréation médicalement assistée, c'est-à-dire en fait qui englobe toutes les techniques médicales qui consistent à manipuler des spermatozoïdes ou des ovules en vue d'obtenir une fécondation. Il existe plusieurs possibilités. On peut avoir recours à une insémination artificielle, injecter des spermatozoïdes du conjoint ou d'un donneur directement dans l'utérus de la femme qui accueille donc la fécondation. Autre option, la fécondation in vitro d'ovules et de spermatozoïdes du conjoint ou de donneur pour obtenir des embryons qui seront réintroduits ensuite dans l'utérus de la mère. Et cela fait des années que ce sujet revient régulièrement dans le débat public, car s'il est fermement, dans sa grande généralité aujourd'hui, accepté pour les couples hétérosexuels, ce n'est pas le cas pour tous et toutes. Oui, pour rappel, la PMA en fait a fait irruption sur le devant de la scène dans les années 70 et se concrétise en fait par la naissance d'Amandine en 1982. C'est le premier bébé issu d'une fécondation in vitro et d'ailleurs on l'appellera le bébé éprouvette à l'époque. On en avait beaucoup parlé, c'était vraiment un événement médical en 1982. Ces techniques médicales qui sont alors réservées aux couples hétérosexuels, vous le disiez, présentant une infertilité pathologique ou risquant de transmettre une maladie grave à l'enfant, les couples homosexuels et les célibataires sont exclus de ces interventions. Mais la loi qui a institué donc le mariage pour tous en 2013 a fait quand même évoluer les choses. Oui, exact. La loi Taubira autorise en effet l'adoption aux couples homosexuels et reconnaît aussi qu'un enfant peut avoir 2 parents du même sexe. Mais plusieurs débats ont été ouverts ces dernières années pour permettre à toutes les femmes d'avoir recours à la PMA, qu'il s'agisse des femmes célibataires ou des couples de lesbiennes. C'était même une des promesses, souvenez-vous, du candidat Emmanuel Macron à la présidentielle de 2017. Alors il y a eu déjà un premier report en 2018 et puis finalement le projet de loi bioéthique a été examiné dans un premier temps en commission, puis à l'Assemblée nationale, c'était à l'automne 2019 avec justement la possibilité d'élargir la PMA à toutes les femmes. D'ailleurs, les représentants des cultes avaient été invités à donner leur avis, comme par exemple le grand rabbin de France, Raïm Corsia. Il a été adopté ce texte en première et deuxième lecture. Et puis finalement, il faut le dire un petit peu à la surprise générale, mardi, en deuxième lecture au Sénat, vous l'avez dit en introduction, la Chambre haute a rejeté l'article 1er du projet de loi bioéthique où figure cette disposition. Et d'ailleurs, il faut signaler, Ilana, comme en première lecture il y a un an, que les sénateurs ont aussi exclu les nouvelles bénéficiaires de la prise en charge par la sécurité sociale et ont également maintenu l'exigence d'un critère médical pour les couples hétérosexuels. Oui, la PMA qui devient payante aux yeux de la sécurité sociale pour les couples homosexuels qui voudraient avoir un bébé. Le gouvernement a regretté ce vote par la voix d'Aurélien Taquet, secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, qui a évoqué un recul sur ce qui avait été voté par cette Assemblée l'année dernière. Mais la bataille politique n'est pas terminée. Bah oui, ça va être effectivement un petit peu à se renvoyer la balle d'une chambre à l'autre. D'abord, déjà, un nouveau vote pourrait avoir lieu au Sénat puisque le président de la commission spéciale a demandé une seconde délibération après l'adoption surprise d'un amendement qui ouvre la possibilité de la PMA post-mortem. Et oui, c'est-à-dire qu'on ne l'autorise pas aux femmes seules ni aux couples homosexuels, mais après la mort. Donc, les sénateurs étaient en pleine forme ce mardi. Le fameux article 1er sur la PMA ouvert à toutes les femmes pourrait d'ailleurs du coup être réintroduit
réunis à cette occasion. Et puis c'est donc aujourd'hui que l'ensemble du texte devrait être voté à l'Assemblée nationale. Oui, d'ailleurs en principe il devrait être voté assez facilement puisque jusqu'à présent il a toujours été au sein de l'Assemblée nationale. Mais s'il y a un désaccord justement entre le Sénat et l'Assemblée nationale, et ça semble plutôt bien parti, eh bien une commission mixte paritaire qui réunit des membres des deux chambres devra se réunir pour trouver un accord. S'il n'y a pas d'accord, eh bien ce sera l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot, qui pourrait voter entre avril et juillet, bien sûr en fonction du contexte actuel. Selon les calculs de l'Association des parents gays et lesbiens, au regard de cette situation qui évolue timidement, eh bien ce n'est pas avant l'année prochaine que les inséminations pourront commencer en France. Voilà pour l'aspect politique, mais il faut souligner, c'est important, que la PMA divise les Français. Cela fait des années que des manifestations sont organisées un petit peu partout en France contre la procréation médicalement assistée pour les couples du même sexe. Tout à fait. Par exemple, on l'a vu, d'ailleurs vous le disiez au tout début, en 2013, lors des manifestations contre le mariage pour tous, et pas plus tard que dimanche dernier, plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues à l'appel du collectif Marchons Enfants, qui réunit notamment la Manif pour tous et également l'Alliance Vita. Dans le même temps, des contre-manifestations ont été organisées pour défendre le projet de loi, et d'ailleurs dans certaines villes, il y a eu quelques échauffourées. Néanmoins, les sondages récents montrent que les Français sont plutôt favorables à la PMA. Selon un sondage d'octobre 2019, alors que c'était justement au moment où l'Assemblée nationale avait validé la loi bioéthique, 63% des personnes interrogées se disaient favorables à l'extension de la PMA pour toutes. Et la PMA est d'ailleurs étendue à toutes les femmes dans plusieurs pays, et en Israël, on est même très en avance. Oui, effectivement, depuis plusieurs années, ouvert aux femmes célibataires et aux couples de lesbiennes. Il faut dire qu'en Europe aussi, une dizaine de pays autorisent le recours à la PMA aux femmes seules et couples de lesbiennes, dont d'ailleurs, et ça c'est important, des pays frontaliers de la France, la Belgique, le Luxembourg et l'Espagne. Oui, beaucoup s'y rendent là-bas, ce qui veut dire que des femmes françaises peuvent aller dans des pays pour réaliser une PMA, tout comme aux États-Unis, on l'a dit, ou vous venez de le dire, en Espagne, c'est plus commun. Oui, ou même donc en Belgique, selon une enquête menée l'année dernière par nos confrères de La Croix, au moins 2400 femmes lesbiennes en couple ou célibataires se rendent chaque année en Belgique et en Espagne pour recourir à une PMA. Dans le cas de la Belgique, le don d'ovocytes peut se transformer rapidement en commerce, ce qui est pourtant interdit. Ainsi, certaines donneuses sont rémunérées parfois de 500 à 2000 euros. C'est ce qu'avait révélé une journaliste de la RTBF dans un reportage il y a quelques années. Et on parle de la PMA, mais il y a aussi donc la gestation pour autrui, la GPA, et vous allez nous rappeler, Christophe, ce que c'est justement pour les auditeurs qui nous écoutent. C'est quand même assez proche, on va dire, parce que c'est une des méthodes en fait de la PMA, de la procréation médicalement assistée. En clair, une mère porteuse accueille un embryon et donne naissance à un enfant qui sera ensuite confié au couple de parents commanditaires. Ce sont la plupart du temps les ovocytes et les spermatozoïdes de ces derniers qui sont introduits dans l'utérus de la femme porteuse. En France, la GPA est officiellement interdite depuis 1994 pour lutter justement contre la marchandisation du corps. Oui, la marchandisation du corps, c'est ce que rappellent plusieurs opposants à la GPA. Oui, effectivement, il y a des personnalités éminentes, comme par exemple le généticien Axel Kahn, que nous avons souvent le plaisir d'interviewer sur cette antenne. Il déclarait en 2019 « Est-ce vraiment un progrès du droit des femmes que de faire entrer dans le commerce la fonction gestatrice des femmes ?» Et là aussi, il est utile de rappeler que les pays où la gestation pour autrui est autorisée, c'est le cas en Israël, on l'a dit, Israël qui est déjà très ouvert, très en avance sur la PMA pour toutes, mais aussi pour la GPA, et la GPA notamment parce que la Torah l'autorise. Oui, tout à fait, l'État juif qui autorise depuis 1996 la gestation pour autrui, mais réserve ce droit aux couples hétérosexuels, bien que la Cour suprême avait donné il y a un an, en février, au Parlement, 1 an pour mettre fin à la discrimination et changer la loi pour y intégrer les couples de même sexe et les hommes célibataires. Donc ça avait failli passer, ça aurait presque été inédit dans le monde. Toujours est-il que la Knesset a finalement voté contre, bien évidemment parce que les partis orthodoxes ont fait aussi pression, et les partis arabes également, pour que ça ne passe pas. Et peut-être que ça évoluera dans le futur, en tout cas on l'espère. Merci Christophe pour vos précisions. La France, donc de son côté, qui a encore beaucoup de retard sur ce sujet. Au Canada, au Royaume-Uni ou en Grèce, la GPA est ainsi autorisée, mais seulement s'il s'agit d'un acte purement altruiste, évidemment, c'est-à-dire sans dédommagement financier en retour, ce dont accusent aussi les détracteurs de la PMA et de la GPA. Les femmes porteuses volontaires sont uniquement dédommagées des frais médicaux et juridiques, mais ne reçoivent pas de salaire, comme on peut le voir aux États-Unis. Alors évidemment, le débat est toujours aussi brûlant. Ajoutons que certains profitent aussi de la détresse de certaines et de certains pour instaurer un marché noir de la GPA, marché qui s'est développé depuis plusieurs années sur Internet. On le voit notamment en Ukraine, avec des conséquences dramatiques. En Russie aussi, et certainement qu'on y reviendra très bientôt sur Radio J. Merci Christophe pour toutes vos précisions. Il est 6h29. Dans quelques instants,